Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. L'échiquier international se tourne aujourd'hui droit vers la visite du président coréen Kim Jong-un en Russie. Une visite très controversée qui n'a pas fini de susciter des craintes de la part des États-Unis qui ne voient pas la chose d'un très bon œil. Pourquoi cette visite provoque-t-elle autant de craintes? Washington a mis en garde et dit suivre de près ce rapprochement. Pourquoi cette inquiétude américaine vis-à-vis de cette visite? Le débat est lancé pour ce soir avec nos invités qui nous aideront à tenter de comprendre ce qui se passe. Alors, comme je le disais, pour en débattre, nous recevrons ce soir respectivement donc nos invités Milou Tchenoufi, professeur analyste des questions internationales depuis le Canada en Toronto. Monsieur Tchenoufi, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Manuel Pouchelet, expert en relations internationales et géopolitiques. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Merci à vous. Li Yuan, expert des questions internationales, également donc avec nous depuis Paris. Monsieur Li Yuan, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous donc messieurs pour ne pas tarder. Donc Kim Jong-un à Moscou, une visite qui ne passe pas inaperçue, n'est-ce pas? Pour commencer, Milou Tchenoufi. Oui, effectivement. Alors, quand on compare à partir de l'Amérique du Nord la couverture médiatique de cette visite avec la couverture médiatique inexistante, totalement inexistante, du sommet des BRICS, on peut effectivement conclure que il y a un intérêt particulier qui est porté à cette visite. Maintenant, bien sûr, j'attends vos questions pour aller un peu plus loin dans l'explication de la source de ces craintes, ou plutôt considérer la chose comme étant juste les rhétoriques et les contre-rhétoriques dans un monde qui aujourd'hui, on le sait, est clivé. Très bien, Milou Tchenoufi. Justement, on va développer toutes les critiques et les controverses qu'a suscité cette visite tout au long de ces 3 jours de visite. Alors, une visite très critiquée. L'Occident laisse-t-il présager du début d'une coopération, d'une collaboration? Est-ce que c'est ça finalement qui fait peur, Monsieur Li Yuan, à l'Occident, que les deux pays scellent une coopération militaire alors qu'on sait très bien, par exemple, que la Corée du Nord est sous sanctions internationales? Je pense que cette question, effectivement, ça peut susciter des craintes, mais en même temps, c'est la coopération normale entre deux pays souverains. On sait que les Américains et ses alliés envoient des armes en Ukraine, donc pourquoi pas une coopération entre la Russie et le Corée du Nord. Ce sont deux pays souverains indépendants, donc il agit à leur intérêt. Je pense que historiquement, la Russie, même avant, l'Union soviétique était très proche de Pyongyang. Et si on se souvient encore de la guerre du Corée, aujourd'hui, il y a une seule, armistice entre ce camp et le camp occidental. Donc, rien les empêche de s'entendre et de parler de leur propre coopération. Ça ne regarde que ces deux pays-là. Donc, je pense que dans un climat géopolitique mondial qui est plutôt tendu, ça peut effectivement susciter des inquiétudes de nos amis occidentaux en même temps. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Ce sont des pays indépendants. Oui, c'est exactement ce que disait justement, interrogé sur la question, ce que disait la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, que justement ce rapprochement ne regarde que les deux pays. Alors, Monsieur Manuel Pouchelet, est-ce que réellement ce rapprochement ne regarde que ces deux pays, surtout lorsqu'on sait que Washington a tout de suite réagi, mettant en garde justement contre cette visite ou ce rapprochement entre guillemets? Alors, si vous voulez, ce qui vient d'être dit est très important, c'est la rencontre entre deux pays souverains, certes. Cependant, je pense que la Corée du Nord souhaite jouer un rôle pour aider son homologue russe. Alors, parce qu'en fait, on sait que la Russie, si vous voulez, a des problèmes d'approvisionnement en munitions, et elle souhaite solliciter la Corée du Nord dans ce domaine. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord a des licences de fabrication d'armes et de munitions qui pourraient être utiles à la Russie dans
dans son offensive et dans sa contre-offensive et résistance contre l'Ukraine, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point qui n'a peut-être pas été mentionné dans les reportages, c'est qu'actuellement, on a aussi des tentatives, on va dire, de la Chine et de la Russie, du côté de l'Alaska, où, si vous voulez, Washington a été obligé de mobiliser des bâtiments militaires assez importants pour être dissuasifs et montrer, si vous voulez, qu'ils sont en mesure de riposter. Je pense que la Corée du Nord souhaite aider son camarade russe. Monsieur Poutine démontre aussi au monde entier que malgré les sanctions contre lesquelles il est, on va dire, soumis, il maintient une activité diplomatique. Certes, il n'a pas pu se rendre, si vous voulez, au congrès des BRICS, mais en revanche, dans son espace régional, c'est-à-dire avec les pays limitrophes, notamment dans l'espace asiatique, je pense que beaucoup d'Européens ont oublié que la Russie est aussi asiatique. Ils souhaitent nouer, renouer ou relancer des partenariats qui peut-être s'étaient estompés. On sait aussi que la Corée du Nord a d'autres capacités qui pourraient intéresser la Russie, notamment en termes de nuisances, et là je pense aux cyberattaques, où elle s'est révélée être un maître expérimenté, et c'est ce qui, à mon avis, simplement préoccupe Washington. Donc si vous voulez, je pense que la stratégie de M. Poutine, peut-être dans cette phase où on sait qu'en ce moment la contre-offensive en Ukraine est délicate pour son armée, certes, même s'il tient toujours le terrain, c'est aussi d'occuper Washington. Mais c'est ainsi, cette fois-ci pas par le biais des Européens, mais en engageant directement Washington, si vous voulez, comme ça s'est passé la semaine dernière, avec la présence de bâtiments américains du côté de l'Alaska en tout cas. Oui, alors vous faites très bien de le dire. Nous allons quand même revenir à un aspect très important. Est-ce que c'est, M. Chenoufi, est-ce que réellement c'est ce rapprochement ou une éventuelle coopération militaire, d'ailleurs chose qui a été énormément évoquée entre les deux hommes, puisqu'ils ont beaucoup parlé de coopération militaire, surtout quand on sait que la Corée du Nord est une puissance nucléaire et que la dénucléarisation, je ne sais pas si je la prononce bien, en tous les cas, est un aspect qui ne sera pas abordé dont la Corée du Nord ne veut même pas en parler avec Washington. Est-ce que ce n'est pas un petit peu faire de la provocation vis-à-vis de Washington, M. Chenoufi? Je ne crois pas que ça soit juste. La seule motivation soit la provocation en tant que telle. Regardez, nous vivons dans un monde, en tout cas sur le plan géopolitique, qui est structuré par des tensions, des rivalités, et comme je le disais tout à l'heure, par des rhétoriques et des contre-rhétoriques. Et ce climat-là fait en sorte que les États qui trouvent un intérêt commun vont renforcer leur coopération. Ce n'est pas du tout un hasard si la visite du leader coréen en Russie a presque coïncidé avec la visite du président vénézuélien en Chine. Donc vous voyez qu'il y a des rapprochements qui se font et les relations entre les Russes et les Coréens datent depuis l'époque de l'Union soviétique. Ils ne font que consolider quelque chose qui existe, l'élever à un niveau supérieur. Maintenant, de quoi il s'agit? Pourquoi il s'agit d'abord et avant tout des intérêts des uns et des autres avant que ce soit un message lancé à Washington. Vous avez deux pays que les États-Unis cherchent par tous les moyens d'isoler. Donc, toute action qui vise à montrer qu'ils ne sont pas isolés est une action qui est la bienvenue. Maintenant, plus concrètement, la Corée du Nord est un pays qui a deux sources de besoins, si vous voulez. La première, elle est d'ordre alimentaire. Donc, il y a une source chez les Russes pour faire face à cette question. Mais plus important encore, la Corée du Nord est un État qui s'intéresse beaucoup à l'armement et à l'armement d'un niveau technologique élevé. Là aussi, on ne doit pas être surpris par la visite du leader coréen aux plateformes de lancement de Soyuz. De Soyuz 2, et eux, ils cherchent la technologie balistique qui leur permet à la fois de développer des missiles capables de porter des armes nucléaires et aussi de lancer des satellites. Et bien entendu, dans ce domaine en particulier, ils peuvent trouver chez les Russes la technologie nécessaire, même si les Russes ne vont pas leur livrer
livrer la technologie de dernière génération, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils cherchent. Donc, ils cherchent vraiment cette technologie-là en fonction de ce que les Russes peuvent donner. Maintenant, les Russes, de leur côté, en plus de la question de desserrer les taux de l'isolement, et bien comme ça a été dit il y a un instant, il y a cette idée, ce besoin d'alimenter en armement ou en munitions l'armée russe, non pas qu'elle n'en a plus, mais si vous inscrivez, comme l'a dit un leader russe récemment, le conflit en Ukraine dans la durée, vous avez besoin d'assurer l'approvisionnement de l'armée russe sur une base régulière. Donc vous voyez qu'il y a des intérêts communs qui, compte tenu du contexte global actuel, fait en sorte que cette visite-là, ou cette majoration du niveau de coopération entre les deux pays fait du sens du point de vue de leurs intérêts. Oui. Maintenant, du point de vue américain, oui, c'est une histoire, bien entendu, parce que pour eux, ce sont deux adversaires qui parviennent quand même à desserrer les taux de l'isolement, qui est donc la stratégie américaine. D'ailleurs, ce point de vue est très intéressant à partir du moment où c'est sur lui que reposent apparemment toutes les inquiétudes exprimées par l'Occident. Justement, Monsieur Liwan, est-ce que, comme disait Chenoufi, qu'est-ce qui est craint? Est-ce que c'est réellement la visite en elle-même? Est-ce que c'est le rapprochement ou la coopération militaire qui a été annoncée? Ou est-ce tout simplement que ce sont deux pays qui sont sous des sanctions internationales et qui ont réussi à braver ou qui bravent tous les jours justement ces sanctions, faisant très peu ou faisant fi justement de ces... c'est un petit peu l'autorité de l'Occident qui est un peu bafouée. Qu'en pensez-vous? Voilà, vous avez tout à fait raison d'évoquer l'autorité des Occidentaux, ou plutôt l'autorité des Américains. Aujourd'hui, au niveau interne chez les Américains, l'économie tourne mal. Donc, il y a des problèmes partout. Du coup, ils sont angoissés stratégiquement par rapport à leur place hégémonique aujourd'hui dans le monde. Donc, du coup, ils montent de plus en plus agressifs partout dans le monde vis-à-vis de la Russie, des élargissements de l'OTAN et provocation de ce conflit militaire en Ukraine. En plus, ils avancent leurs pions en Asie. Ils font aujourd'hui, encore aujourd'hui, en moment réel, ils font une grande manœuvre militaire sur la mer Jaune à 300 km de Pékin, hein, donc pour commémorer le débarquement de Incheon il y a, je pense, 70 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est une réponse, je pense, ce rapprochement entre les Coréens du Nord et les Russes, une réponse à ces provocation américaine. C'est pas de provocation en tant que telle, mais plutôt une réponse à la provocation américaine. Donc, en Chine, on dit où il y a de la pression, où il y a de la réponse. Donc, plus on presse sur le Corée, plus il cherche à exister. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de traité de paix entre Pyongyang et Washington. Donc, ce qui veut dire que sur la zone tampon, la zone démilitarisée entre le Corée du Nord et le Corée du Sud, à tout moment, ça peut péter. Donc, Pyongyang a très peur. Donc, pour défendre sa souveraineté, il est obligé de développer des armes pour se défendre. De ce point de vue-là, la Chine est plutôt sur une position de dénucléarisation parce que c'est pas bon devant sa porte une guerre éventuelle, voire une guerre nucléaire éventuelle. Donc, mais il faut que les partenaires jouent le jeu dans le même sens. Sauf qu'aujourd'hui, les Américains ne jouent pas à l'apaisement. Oui. Parce que la réaction de Pyongyang, c'est pour se défendre. Et que de l'autre côté, il y a l'Américain qui met une couche sur une couche de pression. Et comment vous voulez à ce moment-là que le Pyongyang s'apaise dans son esprit? Du coup, il cherche à exister, cherche à se protéger. Du coup, il s'approche des Russes. En même temps, j'ai un autre point de vue. Au moment que la Russie cherche de munitions de guerre conventionnelle, c'est bon pour moi. Je veux dire, ça veut dire que la guerre reste conventionnelle. C'est le moment que la Russie se dise, voilà, j'ai plus de munitions, j'ai plus de moyens pour faire une guerre conventionnelle, je vais chercher plutôt une solution nucléaire. Et là, ça devient dangereux. Au moment que c'est une guerre de l'usure, bon, c'est pas énormément dangereux pour le reste du monde, à part malheureux pour les Ukrainiens et les soldats russes sur le champ de bataille. Mais pour le reste du monde, ça reste encore gérable. Voilà.
Oui, très bien, Liwan. Alors, Manuel Pouchelet, il faut dire que Washington a exprimé quand même ses inquiétudes, qu'elle ne l'a pas caché, mais il n'y a pas plus tard que donc 24 heures, dit suivre de près cette visite. Alors, si on doit traduire, suivre de près, comment pourra-t-on, ou bien comment peut-on le traduire sur le plan de la lecture politique? Sur le plan de la lecture diplomatique plutôt, puisque vous savez, les Américains sont les champions des éléments de langage. Quand on dit suivre de près, ils vont bien sûr... Est-ce que c'est des menaces? Je ne pense pas. Non, non, quand on parle de suivre de près, si vous voulez, les Américains ont toujours pour habitude, peu importe le conflit, peu importe la situation ou peu importe les relations diplomatiques qu'ils observent, eux, ce qu'ils voient, ça leur permet, on va dire, d'anticiper. Mais je vous ferai remarquer une chose, il y a encore l'an dernier, les Américains ont publié, si vous voulez, à tous les ans, ils publient leur book sur la stratégie à développer sur tous les continents de la planète. Et si vous voulez, je pense qu'ils viennent de s'apercevoir que l'accord entre la Russie, excusez-moi, et la Corée du Nord n'était peut-être pas prévu dans leur scénario. Après, moi, j'ai un petit peu l'impression, mais ce n'est qu'une impression, c'est que le rôle de M. Kim Jong-un est un petit peu le même rôle que M. Loukachenko en Biélorussie. C'est-à-dire qu'il souhaite porter son concours d'aide à M. Poutine, bien sûr, contre des avantages où finalement, en Occident, nous avons très peu d'éléments qui ont filtré cette rencontre, puisque nous avons bien sûr d'autres préoccupations à l'heure actuelle. En revanche, quand les Américains parlent de suivre de près Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont sûrement utiliser d'autres canaux, puisque je vous ferai remarquer que dans la région, ils ont quand même un poste avancé qui est la Corée du Sud et un autre poste avancé que sont les Philippines et le Japon. Donc si vous voulez, forcément, ce qui va revenir à leurs oreilles va être filtré par ces trois, on va dire, pays, avec bien sûr des analyses, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un contingent en Corée du Sud qui est très important, hein. Donc forcément, toute cette rencontre va être analysée, diagnostiquée. L'objectif pour Washington, c'est de savoir quelles pourraient être les nuisances, ou excusez-moi, quelles pourraient être les réponses de ces deux États à leurs immixtions dans la région. Vous savez, en géopolitique, on a également la stratégie de la Chine que l'on appelle le collier de perles. Donc si vous voulez, vous avez un élément supplémentaire qui est cette rencontre au sommet entre la Russie et la Corée du Nord, qui je pense n'était peut-être pas prévu dans cette équation du plan stratégique américain qui a été divulguée l'année dernière, où je pense que ça va relancer en même temps leur stratégie. Maintenant, il y a quand même une faille où on va se retrouver avec des États-Unis, entre guillemets, excusez-moi cette expression, en sommeil pendant octobre-novembre. Pourquoi? Parce qu'elles vont préparer leurs élections. Et forcément, vous aurez toujours un œil attentif, si vous voulez, de la situation internationale et notamment de ce qui se passe dans cette partie de l'Asie, où cela risque d'être un petit peu, on va dire, préoccupé des candidats. Pourquoi? Parce que dans les débats télévisés américains, tôt ou tard, l'observation de près que vous m'avez mentionné de commenter va s'inviter. Et si vous voulez, l'administration Biden, à l'heure actuelle, elle a une stratégie qui est un petit peu différente, où, par rapport à l'administration de M. Trump, le secrétaire d'État, donc qui est M. Blinken, se déplace nettement moins que son prédécesseur, qui était M. Pompeo. Donc, si vous voulez, je pense que les Américains dans la région vont, à mon avis, à mon humble avis, comme ils disent, observer de près. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement envoyer un émissaire aux Philippines, au Japon, en Corée du Sud, pour voir ce qui s'est dit, pour prendre, entre guillemets, excusez-moi cette expression peut-être maladroite, la température de la région. Mais une chose est sûre, ils sont très vigilants, parce que le fait qu'il y ait la présence de bâtiments russes et chinois à proximité de l'Alaska les a quand même alertés. Ce qui prouve bien qu'ils suivent en effet de près cette situation, mais pour l'instant, leurs préoccupations sont essentiellement tournées vers l'Europe. Mais ne l'oublions pas, les États-Unis sont une puissance militaire de premier rang, avec comment dirais-je, un renseignement qui est efficace. Je parle humain, je parle satellitaire, je parle également magnétique, mais je vous ferai remarquer que ça commence à faire beaucoup dans la région. Rappelez-vous l'an dernier, quand il y a eu la visite du fameux ballon chinois qui est venu, comment dirais-je, s'aternoyer au-dessus du sol canadien et américain. Donc si vous voulez, voilà. Les États-Unis, je pense, sont sous tension. Il ne suffirait de pas grand-chose pour déclencher quelque chose, mais au premier poste, pour faire court, ne l'oublions pas, vous avez les Philippines, le Japon et la Corée du Sud qui sont les premiers témoins qui, à mon avis, vont rendre compte à Washington, en tout cas. Oui, on va le voir. De toute façon, les jours à venir vont nous en informer davantage. Miliou Tchenoufi, est-ce que les États-Unis, une question très simple d'ailleurs, ont raison d'avoir peur
ou est-ce que c'est un petit peu exagéré? Ben, écoutez, leur discours, pour moi, ne témoigne pas de peur. C'est juste un discours qui dit que nous, les maîtres du monde, nous n'approuvons pas ce qui se produit. Le problème, c'est que la réalité du monde aujourd'hui n'admet pas l'unipolarité d'un maître qui dicte sa volonté au reste du monde. Et très franchement, sur cette question de rapprochement ou de optimisation des relations entre la Russie et la Corée du Nord, les États-Unis ne peuvent pas grand-chose. Ils ne peuvent absolument pas grand-chose parce que, au-delà des sanctions, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Vous comprenez? Donc, bien entendu, ça ne cadre pas avec leur vision des choses qui consiste actuellement à militariser l'ensemble de ce qu'ils appellent l'Indo-Pacifique, et ils pensent réellement qu'à travers cette militarisation, ils vont pouvoir isoler économiquement à la fois la Chine, la Russie, et dissuader tous les récalcitrants. C'est une forme de guerre froide, parce que c'est exactement ce qui s'est produit pendant la guerre froide. Ce qui est perdu de vue ici, du point de vue américain, c'est que la réalité d'aujourd'hui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que la manière avec laquelle les Européens ont accepté le leadership des Américains contre l'Union soviétique ne peut pas se reproduire aujourd'hui parce que le clivage idéologique très rigide qu'il y avait avant n'existe pas aujourd'hui, même si les régimes politiques sont différents. Et il n'existe pas tout simplement parce que les pays de la région, qu'il s'agisse de l'Inde, qu'il s'agisse des pays membres de l'ASEAN, qu'il s'agisse même du Vietnam, où le président Biden s'est rendu récemment, eh bien, on comprend bien qu'on a des intérêts à la fois avec les Américains et des intérêts avec les Chinois, et on va essayer d'en tirer profit autant que faire se peut. Donc, vous comprenez que les calculs américains, ils sont très très puissants, effectivement. Ils peuvent faire du tort, ils peuvent créer des tensions. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour réaliser leurs objectifs compte tenu de la complexité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Il y a lieu de douter. Oui, très bien, Monsieur Milutchenoufi. Alors, Li Yuan, je me tourne vers vous, mais juste pour quelques minutes très très courtes, je vous demanderai donc d'être bref. Ma dernière question, il fallait que je la pose tout à l'heure, mais bon, il y avait tellement de questions. Li Yuan, est-ce que vous ne pensez pas que cette visite est en rapport avec ce qui se passe en Ukraine, d'autant plus qu'elle intervient sur fond de guerre en Ukraine? Est-ce qu'il faut faire un rapport de cause à effet ou ce n'était pas nécessaire, ou ce n'est pas nécessaire plutôt? Ah ben, je pense que tout est lié, hein. On est sur un globe, tout est lié. Si on regarde un peu la position géopolitique du monde, je pense que ce qui attaque, ce qui fait offensive, c'est les Américains. La Russie, bien sûr, c'est l'initiateur du conflit ukrainien, russo-ukrainien, mais en même temps, il lance ce conflit pour se défendre vis-à-vis des élargissements de l'OTAN. Donc aussi, les Américains fait la pression sur la Russie, sur le Corée du Nord. Les Américains envoient des armes à Taïwan. Les Américains aussi consolident leur alliance militaire en Asie pour mettre des radars dans le Corée du Sud. Je pense que tout ceci est d'un offensif américain. Donc ces réponses russes, coréennes, est adéquate avec ces choses-là. J'ai une chose à dire, c'est que pour nos amis européennes qui nous regardent, je pense que les pays européens ont un vrai rôle à jouer dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. La question à se poser, c'est que est-ce que il faut continuer à suivre une hégémonie américaine qui en descente? Et puis, est-ce qu'il faut suivre l'évolution du monde? Parce qu'aujourd'hui, il y a les pays comme le BRIC, comme le Sud global, qui n'est pas d'accord avec ce leadership américain qui est trop hégémonique, qui presse le reste du monde. Et les Européennes je dirais, un rôle de balance à jouer pour garder la paix et l'harmonie dans le monde. Et je compte sur mes amies européennes pour une autonomie, pour persuader à leurs alliés américains que peut-être à un moment donné, il faut jouer soft.
Très bien, Monsieur Liwan. Je vous rappelle que vous êtes expert en relations internationales et géopolitiques. Vous étiez avec nous depuis Paris en direct. Était également avec nous Monsieur Milou Tchenoufi, expert et analyste des questions internationales. De même que Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et géopolitiques. Messieurs, merci d'avoir animé ce débat et de l'avoir enrichi. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.